watch me. Bonjour, bonsoir tout le monde. Je vous retrouve aujourd'hui pour la suite du procès de P. Diddy en voix off. Désolée, la semaine, il y a les travaux, donc bon, pas le choix. Je vous avais laissé la dernière fois avec le 9e jour, donc c'était le 22 mai, et il y avait une suite, parce que le moment où j'ai fait ma vidéo, le procès de cette journée-là n'était pas terminé. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? On a Mila Morales, la maquilleuse de Cassie, qui a déclaré qu'une amie médecin était venue à la maison pour examiner les blessures de Cassie. Et donc, ce médecin a examiné des blessures au visage de Cassie, au ventre ainsi qu'aux côtes, et lui a recommandé de se rendre aux urgences, mais Cassie a refusé. Et Mila déclare qu'ils n'ont pas non plus appelé la police parce qu'elle avait peur de Diddy et elle craignait pour sa vie. Ensuite, entre-temps, sachez que Cassie a accouché de son 3e enfant. Donc effectivement, comme certains d'entre vous me l'ont dit, elle a témoigné au début à cause de son accouchement. Donc c'était moins une. Donc voilà, félicitations à elle. Et donc le procès, on arrive maintenant au 10e jour. Rappelez-vous, je vous avais dit qu'il n'avait pas réussi à mettre la main sur la 3e victime, qu'elle n'était pas venue pour témoigner, qu'il n'arrivait même pas à contacter son avocat. Bon on en a reparlé. Cette 3e victime, elle a été identifiée comme Gina. Elle a été plusieurs fois citée dans les témoignages. C'était une ex-petite amie de Diddy. Il y avait même George Kaplan, l'ancien assistant de Diddy, qui avait témoigné avoir vu Diddy lui jeter des pommes. Eh bien, elle ne viendra pas. Bon, on le savait, mais ça a été confirmé, elle ne viendra pas. Donc, ce jour-là, les procureurs ont appelé à la barre Capricorn Clark, ancienne directrice du marketing de Sean Diddy Combs, à la barre. Donc son parcours, elle déclare avoir été impliquée dans l'industrie musicale peu après avoir obtenu un diplôme d'études secondaires lorsqu'elle a décroché un stage chez Def Jam Records. Après ça, elle a travaillé pour Death Row Records, dont Suge Knight était alors le directeur. Et vers 2004, elle a commencé à travailler pour Sean Diddy Combs chez Bad Boy Entertainment comme assistante personnelle. Donc après un bref départ en 2006, elle est revenue chez Diddy en 2007 en tant que directrice marketing de Sean John Womans. Elle est devenue directrice de marque mondiale en 2008 avant d'être licenciée en 2012. Et par la suite, elle a été directrice créative de Cassie de 2016 à 2018. Alors elle témoigne qu'elle avait eu le sentiment de ne pas pouvoir convaincre Diddy de sa fiabilité à l'époque, parce qu'elle avait travaillé donc chez Death Row avec Suge Knight, mais qu'elle aurait pu être plus transparente sur ses antécédents professionnels. Donc dans son témoignage, elle déclare que lorsqu'elle était assistante personnelle de Sean Diddy Combs, elle a entendu parler d'armes à feu et elle relate des incidents, notamment le vol de bijoux en diamant qui avait été prêté à Diddy par un bijoutier, et cette Clark avait été chargée de garder ces bijoux lors de leur voyage de New York à Miami, et elle s'est rendue compte que le sac contenant les bijoux avait disparu avant leur arrivée à l'aéroport. Diddy, il s'est rendu à Miami, il a laissé Clark avec un agent de sécurité qui l'a interrogé pendant des heures, puis a fouillé son appartement. Le lendemain, l'agent de sécurité est venu la chercher à son domicile et l'a déposée dans un bureau vacant fermé à clé avec un autre homme qui lui a fait passer le détecteur de mensonges. Donc elle témoigne que cet homme lui avait dit que si elle échouait au test, il la jetterait dans l'East River. Finalement, un agent de sécurité l'a ramenée chez elle et est venu la chercher le lendemain pour répéter le même test. Au total, elle dit avoir été interrogée pendant 5 jours consécutifs. Elle ne voulait pas le faire, mais qu'elle pensait que le détecteur de mensonges était le seul moyen de prouver son innocence. Elle déclare également ne pas avoir signalé cet incident à la police car elle travaillait sous contrat de confidentialité. Après les 5 jours consacrés au test, la sécurité de Diddy l'a informée qu'elle pouvait reprendre le travail et Diddy ne lui a plus jamais reparlé de ça, ni de ses tests. Et elle ignore toujours si les bijoux avaient été retrouvés. Alors elle parle un petit peu de son travail, elle dit qu'elle travaillait généralement de 9h à 4h du matin comme assistante personnelle et que si elle ne parvenait pas à terminer une tâche, elle perdrait son emploi. Elle a déclaré qu'une bonne nuit de sommeil, c'était 4 heures et elle a même développé une alopécie due au stress. Tout ça pour un salaire de 65 000 $ par an. À un moment donné, un représentant des ressources humaines de Bad Boy a présenté à Diddy une feuille qui était en fait un calcul du montant des heures supplémentaires dues à cette Clark, soit 80 000 $ sur une période de 3 mois. Et elle raconte que Diddy, lorsqu'il a vu ce papier, il l'a déchiré et qu'elle n'a pas été payée pour ses heures supplémentaires. Ensuite, elle parle de
la consommation de substances de Didi qui a augmenté avec le temps. Un homme appelé One Stop leur fournissait généralement les substances lorsqu'ils étaient à Los Angeles et les substances étaient généralement livrées soit à elle, soit à Didi directement. Et elle, à plusieurs reprises, Didi lui a demandé de lui procurer plusieurs sortes de substances. Elle raconte également un événement alors qu'elle était chez Didi à Miami durant l'été 2006. À son arrivée, Didi lui a dit « Peu importe ce qui se passe ce week-end, tu ne dois pas quitter cette maison ». Ils lui ont ensuite demandé d'accompagner une invitée à Miami. Elle a dit être restée environ 1 heure avant de recevoir un appel de Didi lui demandant où elle était. Elle raconte qu'à son retour chez Didi, il lui a dit « Tu vois, ton problème, c'est que tu veux une vie et que tu ne peux pas l'avoir ici ». Et il lui a de nouveau ordonné de ne pas quitter la maison. Le lendemain, elle s'est plainte au chef de Didi en disant je déteste être ici et ce chef a tout rapporté à Didi. Il m'a immédiatement regardé et m'a dit tu détestes être ici et il a commencé à la bousculer exigeant qu'elle sorte de chez lui. Finalement l'un des agents de sécurité de Didi est intervenu en ordonnant à Didi de s'arrêter et à Clark d'aller faire ses bagages. Donc elle témoigne avoir quitté son emploi après cet incident. Finalement elle a repris le travail pour Didi pour le poste de directrice marketing de la ligne Sean John car elle n'avait pas à travailler directement avec lui. Je ne voulais pas d'une telle proximité dans son entourage personnel. Ensuite, elle a parlé de la relation entre Cassie et Kid Cudi en décembre 2011. Elle déclare avoir été très inquiète que Didi découvre la relation entre Cassie et Kid Cudi. Un jour de décembre 2011, Sean Diddy Combs s'est présenté chez elle, donc chez cette Capricorn Clark. Il a frappé à sa porte. Et selon elle, elle a pu voir par le Judas que son pantalon était déchiré à l'entrejambe, du genou vers le haut, exposant ses sous-vêtements. En ouvrant la porte, elle a vu qu'il tenait une arme et qu'il était furieux. Il est entré chez elle en disant « Pourquoi tu ne m'as rien dit ?» Il l'a interrogée sur Kid Cudi et elle témoigne que Didi, toujours arme à la main, lui a dit « Habille-toi, on va le tuer ». Quand elle a tenté de protester, Didi lui a rétorqué « Je m'en fous de ce que tu veux, va t'habiller ». Donc elle dit avoir eu peur et que c'était la première fois que Didi débarquait chez elle à Los Angeles et qu'il était furieux et en colère contre elle. Je ne l'avais jamais vu avec une arme, je ne l'avais jamais vu me faire quelque chose comme ça. Ensuite, elle poursuit cet incident. Elle et Didi sont montés à l'arrière d'une voiture conduite par l'un de ses agents de sécurité. L'arme était sur les genoux de Didi. Ils se sont rendus au domicile de Kid Cudi, où Didi et son agent de sécurité sont entrés. Elle déclare être restée dans la voiture et avoir appelé Cassie sur un téléphone jetable. Et elle lui a dit donc que Didi était venu chez elle avec une arme, puis qu'il s'était rendu chez Kid Cudi pour le tuer. Et pendant qu'elle était au téléphone avec elle, elle a entendu Kid Cudi hurler « Il est chez moi » en arrière-plan. Donc Cassie était avec Kid Cudi à ce moment-là. Et là, cette Capricorn Clark a averti Cassie que Kid Cudi ne devait pas venir affronter Didi. Elle lui aurait dit « Cassie, arrête-le, il va se faire tuer ». Et Cassie a répondu qu'elle ne pouvait pas l'en empêcher. Donc, elle en a conclu que Kid Cudi revenait chez lui. Dans la précipitation, elle a changé le nom de Cassie sur son téléphone en la renommant Stormy, afin que Didi ne sache pas qu'elle avait appelé Cassie. Quand Didi est remonté dans la voiture, il a demandé à qui elle avait parlé au téléphone et elle a appelé donc le dernier numéro qu'elle avait composé sur le téléphone jetable. Et Didi, furieux, s'est exclamé c'est quoi ce numéro ?» Peu après, Kid Cudi est arrivé. Il s'est arrêté près de la voiture de Didi devant sa maison, puis il a accéléré. Et elle déclare « J'ai eu l'impression que ça durait une éternité, mais ça n'a pas duré plus d'1 minute. » La course-poursuite. Donc ensuite, elle, Didi et son agent de sécurité se sont rendus dans une boîte de nuit voisine. Didi a demandé à Clark d'appeler Cassie et de lui dire qu'il la retenait et qu'il ne la laissera pas partir tant qu'elle ne sera pas venue la chercher. Donc Cassie au téléphone a répondu que ok, viens me chercher, Clark. Par la suite, Didi a déclaré qu'elle, Clark et Cassie devaient convaincre Kid Cudi de ne pas révéler à la police son implication dans l'intrusion à son domicile. Et il a dit si vous ne le convainquez pas, je vous tuerai tous. Bon, Clark est allé chercher Cassie. Ils se sont ensuite rendus au domicile de location de Didi à Los Angeles. Et là, vêtu d'un peignoir et de sous-vêtements, il a immédiatement commencé à donner des coups de pied à Cassie. Clark déclare qu'elle et un agent de sécurité étaient restés à proximité pendant qu'il lui donnait des coups de pied, mais qu'elle ne pouvait pas intervenir parce que sinon, elle aussi, il la blesserait. Donc ensuite, elle est partie après qu'un agent de sécurité lui ait demandé de s'en aller et Cassie était toujours au sol pendant que Didi continuait de la frapper. En sortant, elle a appelé la mère de Cassie, Regina, en disant « Je ne peux pas appeler la police, mais vous pouvez ».
Et la mère de Cassie a répondu « Ok, je m'en occupe ». Par la suite, elle déclare que des enquêteurs spécialisés dans les incendies criminels l'avaient contactée en 2012 pour lui demander de faire une déclaration concernant un incendie criminel impliquant le véhicule de Kid Cudi, mais elle a raccroché le téléphone et elle n'a fait aucune déclaration. Je voulais que tout cela se termine. Elle a dit qu'elle n'a jamais évoqué avec Didi un incendie criminel impliquant Kid Cudi. Parce que rappelez-vous, il y a eu 2 événements. Il y a eu donc l'effraction chez Kid Cudi et plus tard la voiture qui était donc endommagée. Après les événements de fin 2011, Didi a demandé en colère à Clark pourquoi ne lui avait pas parlé de la brève relation de Cassie avec Kid Cudi. Il lui a dit « Je devrais tous vous tuer » et lui taillader le visage. Elle estime que les menaces qu'elle a reçues de Didi entre décembre 2011 et l'été 2012, il y en a eu à peu près une 50aine. Donc après cet incident de 2011, il lui aurait dit qu'elle ne pouvait pas être amie avec Cassie et qu'elle ne pouvait la voir que pour le travail. Donc, suite à ça, sa relation avec Cassie a changé. Elle déclare également qu'au début 2012, elle avait informé un membre des ressources humaines et Harvey Pierre, l'ancien président de Bad Boy Records, de la volonté de Didi de tuer Kid Cudi et de frapper Cassie. Et Harvey Pierre lui aurait simplement répondu « C'est fou, mais ça va aller ». Bon, elle a été licenciée peu après en août 2012, accusée d'avoir pris des vacances de manière inappropriée. Ah oui, elle était partie en vacances avec Rihanna, selon son témoignage, et elle déclare qu'après son licenciement, Didi lui aurait dit qu'elle ne travaillerait plus jamais, qu'il lui prouverait que tous ces gens n'étaient pas ses amis et il la pousserait à se ôter la vie. Elle déclare quand même avoir obtenu une indemnisation par l'intermédiaire des avocats de Didi suite à des allégations de licenciement abusif à l'automne 2012. Donc bien qu'elle ait été licenciée en 2012, elle a quand même repris son poste de directrice artistique pour Didi en 2016. Elle n'avait pas réussi à trouver un autre emploi et elle voulait essayer de reprendre sa vie en main. Et elle témoigne avoir constaté une augmentation de la consommation de substances de Cassie pendant cette période. Elle a quitté son poste en 2018 et ça a été sa dernière collaboration avec Cassie. Elle témoigne également avoir fait appel à des avocats en 2023 après que Cassie ait porté plainte contre Didi et elle a rencontré les avocats de Didi en avril 2024. Ils ont évoqué la possibilité qu'elle travaille à nouveau pour l'une des boîtes de Didi et elle a déclaré vouloir retrouver sa vie et elle n'a plus jamais eu de nouvelles des avocats de Didi par la suite. Ensuite, il y a la défense donc qui est venue pour le contre-interrogatoire et là, ils ont sorti un texto que cette Capricorn Clark avait envoyé à Didi en juin 2021 qui disait « Sais-tu que j'avais le béguin pour toi avant de commencer à travailler pour toi? On traînait tout le temps ensemble, je la jouais cool, je ne pense pas que tu le savais, je savais juste que tu aimais ma présence. » Face à ça, Clark témoigne pas se souvenir d'avoir dit cela à Didi, mais elle se souvient l'avoir contacté en 2021. Et on ne sait pas ce que Didi a répondu à ces textos. La défense va ensuite l'interroger sur le traitement professionnel que Cassie a reçu et elle déclare que Didi a veillé à ce que Cassie ait accès aux meilleurs professionnels de l'industrie, notamment des producteurs, des chorégraphes et des stylistes, et qu'elle a bénéficié de plus d'attention et de ressources que les autres artistes signés chez Bad Boy Records, notamment au début de sa carrière, entre 2007 et 2012. De mon point de vue, déclare-t-elle, la plus grosse part de Bad Boy était consacrée à Cassie durant cette première période. Ensuite, la défense est revenue sur l'incident par rapport à Kid Cudi et ils ont demandé comment Didi et son agent de sécurité avaient réussi à franchir le portail entourant la propriété de Kid Cudi et elle a déclaré qu'elle n'en était pas certaine car il lui tournait le dos et qu'elle ne prêtait pas vraiment attention à ce qu'il faisait. Je priais pour que Cudi ne soit pas à l'intérieur. Donc on comprend que c'était juste avant qu'elle contacte Cassie. Bon, par la suite, elle a fondu en larmes à la barre en lisant des courriels qu'elle avait envoyés à Didi en 2014 et en 2015 pour lui demander pardon, parce que pour elle, en fait, elle avait été licenciée parce qu'elle n'avait pas informé Didi de la relation de Cassie avec Kid Cudi. Et bon, malgré tout ce qu'elle avait subi, apparemment, elle regrettait. Elle disait qu'elle se sentait comme protectrice envers Didi et qu'il n'avait personne pour veiller sur lui sans elle dans son équipe. Ce courriel, c'est moi qui le supplie. Genre, mec, laisse tomber tout ça. J'ai été blessée car je pensais à l'époque que Cassie voulait me renvoyer également. Et elle a également ajouté que ça la dérangeait de croire que Didi l'avait
re-embauchée à nouveau en 2016 uniquement parce que Cassie voulait travailler avec elle. C'est un peu confus tout ça, hein, je vous l'accorde. Bon bref, passons. On arrive au 11e jour du procès. Donc pour rappel, parce qu'on va revenir encore sur l'histoire de la voiture de Kid Cudi et les fractions, tout ça. Kid Cudi, il avait témoigné la semaine d'avant qu'après le cambriolage, il avait remarqué que les caméras de sécurité de sa maison avaient été déplacées, que des cadeaux chez lui avaient été ouverts et que son chien avait été enfermé dans la salle de bain. Donc par rapport à tout ça, a été appelé à la barre Christopher Ignacio, un policier de Los Angeles. Donc lui, il s'est rendu au domicile de Kid Cudi un matin de décembre 2011, lorsque Diddy aurait donc cambriolé le domicile de Kid Cudi. Il rapporte que lui et son partenaire ont répondu à un appel radio signalant un possible cambriolage et ils ont remarqué une voiture Escalade noire garée devant le domicile de Kid Cudi et la voiture a ensuite démarré en montée, mais ils n'ont pas poursuivi la voiture car aucun crime n'était commis à ce moment-là. Donc lorsque cet agent est entré, la porte était déverrouillée, il n'y avait personne à la maison, mais il y avait plusieurs objets de valeur comme des montres et des sacs à main, ils étaient bien visibles, certains emballés, d'autres non. Il a ensuite témoigné que Kid Cudi était déconcerté, mais n'a signalé ni l'utilisation d'une arme à feu, ni le vol de biens à son domicile. Ensuite, il y a eu Lance Jiménez, qui travaille pour les pompiers de Los Angeles. Lui, il est intervenu au domicile de Kid Cudi en janvier 2012 pour enquêter sur un incendie qui avait ravagé la Porsche de Kid Cudi et il déclare que la Porsche était garée près du garage et qu'il avait observé une déchirure dans la toile du toit avec des traces de brûlure sur les sièges, la console centrale, le toit intérieur ainsi qu'une partie de la moquette. Il a témoigné qu'il pensait que la Porsche avait été prise pour cible car elle n'était pas facilement visible depuis la rue et que c'était en plus un quartier aisé où la criminalité était faible et en plus il y avait une autre voiture garée dans l'allée au même moment et cette dernière n'avait pas été endommagée. Selon lui, bien que la Porsche ait subi de graves dégâts, c'était pas non plus des dégâts aussi catastrophiques comme ça l'est habituellement lorsqu'on se sert d'un cocktail Molotov. Il y avait une bouteille sur le siège, déclare-t-il, et il y avait comme un chiffon, un mouchoir sur la console centrale qui était brûlé. Il y avait également un briquet à l'intérieur de la voiture. Donc la bouteille, le tissu et le briquet ont été analysés pour l'ADN, mais seule la bouteille a donné des résultats, confirmant qu'un profil ADN partiel correspondant à une femme provenait de la bouteille. Mais il précise ne pas savoir exactement ce que cela signifiait. Bon, on souligne quand même qu'auparavant, ce Jiménez a déclaré ne pas avoir d'expertise en matière de test ou d'analyse ADN. Ensuite, il déclare que Kid Cudi avait fait relever des empreintes digitales à son domicile après l'intrusion survenue en décembre 2011. 2 empreintes ont été relevées sur la porte d'entrée vitrée, mais il déclare que la fiche contenant les preuves de l'affaire avait été détruite par un agent du LAPD en 2012. Alors là, l'avocat de la défense, Marc Agnifilo, s'est enflammé. Il a dit que c'était scandaleux. Je vous cite ce qu'il déclare. Il suggère au jury que quelqu'un dans cette salle d'audience a quelque chose à voir avec la destruction inappropriée et suspecte de ces empreintes digitales. Du coup, la défense y va encore plus loin. Il demande l'annulation du procès pour faute professionnelle de l'accusation. Selon une autre avocate de Diddy, Madame Shapiro, l'annulation du procès est la seule solution valable pour remédier au préjudice scandaleux causé par la conduite de l'accusation. Mais le juge Arun Subramanian a rejeté la requête d'annulation, mais il a déclaré qu'il rayerait du dossier le témoignage relatif aux fiches d'empreintes digitales. Comprenez bien que là, en fait, ce que ce pompier, cet enquêteur pompier là, il dit, c'est qu'en fait, quelqu'un a saboté les preuves. Qu'au final, il y a bien eu un rapport, un relevé d'empreintes qui a été fait en 2011, lorsqu'il y a eu effraction chez Kid Cudi, mais que ça a été détruit quand lui, plus tard, il a enquêté sur la voiture. Et en plus, il déclare qu'un agent, carrément, du LAPD a détruit ses preuves. Grosse accusation, donc forcément, ça allait enflammer le camp Diddy en mode « Mais comment ça, vous pensez, vous suggérez, en gros, que Diddy a le bras long pour corrompre un agent du LAPD à détruire des preuves. Vous voyez le truc? Bref, ensuite, lors du contre-interrogatoire de ce Lance Jiménez, il a témoigné avoir appelé Capricorn Clark, donc la fameuse ancienne directrice marketing, à plusieurs reprises, et c'est son frère qui a fini par répondre et lui a demandé de la laisser tranquille. Donc ce Lance Jiménez déclare s'être disputé avec le frère de Clark, qui a déclaré « Elle ne voulait rien avoir à faire avec moi, ni avec l'enquête ». Bon, ça corrobore ce qu'elle a dit juste avant. Il déclare également avoir contacté le père de Cassie, également pompier, et son père lui a assuré qu'il la tiendrait au courant. Ensuite, a été appelé à la barre
Deontay Nash, un ami de Cassie Ventura, c'est un styliste de célébrité, et il déclare témoigner sous assignation et qu'il ne voulait pas être présent. Donc il a commencé à travailler pour Didi et Cassie vers 2008, d'abord comme stagiaire, puis comme styliste. Il témoigne avoir vu Didi proférer des menaces concernant la carrière musicale de Cassie et des menaces concernant la diffusion de vidéos adultes, si vous voyez ce que je veux dire, où il y avait donc Cassie dedans. Il menaçait Cassie d'envoyer ces vidéos aux employeurs de ses parents, carrément. Donc après, il décrit des scènes où il a vu Didi s'attaquer à elle. Et lui, un peu comme les autres, il n'a jamais rapporté ces incidents à la police, car il craignait des représailles. Ensuite, il parle d'une perquisition. Il dit qu'à une occasion, Didi a fouillé son domicile à la recherche de Cassie. Il dit qu'il l'a regardé dans le four, je ne sais pas pourquoi. Et ensuite, il l'a forcé à l'emmener chez Cassie, qui se trouvait dans un hôtel voisin. Et en quittant l'hôtel, il a remarqué une voiture qui le suivait. Et ensuite, par crainte que sa maison ne soit pas sûre, il a passé la nuit ailleurs. Et à son retour, certains de ses effets personnels avaient été volés. Bon, il parle aussi d'avoir vu Cassie au moins une fois par semaine se rendre à l'hôtel avec un sac rempli de jouets pour adultes. Cassie lui disait qu'elle ne voulait pas y aller, mais bon, elle y allait quand même parce que c'était ce que Didi voulait. Par la suite, il dit qu'il a cessé de travailler pour eux en 2018, mais qu'ils sont restés en contact. Et ils ont donc montré au jury des échanges de textos entre Nash et Didi datant de janvier 2019, où Nash a envoyé un message à Didi pour lui dire qu'il lui envoyait de l'amour. Et Didi a répondu oui, on est de la même famille. Il a ensuite fait référence à l'entraîneur, donc là c'est une référence certainement à Alex Fine, le mari de Cassie, qui était auparavant son entraîneur personnel. Et il lui a dit franchement comment va-t-elle ? Assure-toi qu'elle va bien. Ça c'était les mots de Didi dans les messages qu'il envoyait à Nash. Ensuite, il y a eu une autre personne appelée à la barre, on l'a surnommée Mia. C'est un pseudonyme et c'est l'une des anciennes assistantes de Didi. Alors elle décrit un environnement de travail chaotique et toxique. Elle a travaillé pour Didi à 2 postes, assistante personnelle et directrice du développement et des acquisitions pour Revolt Film. Et elle dit que durant ses premières 24 heures de travail, elle n'a pas pu dormir, ce qui est ensuite devenu une habitude. Elle dit avoir été sa seule assistante personnelle pendant environ 1 an et que c'était très difficile. Et elle témoigne également de plusieurs manières dont Didi s'est montré violent avec elle. Il m'a jeté des objets, il m'a plaqué contre le mur, il m'a jeté dans une piscine, il m'a jeté un seau à glace sur la tête et il m'a également agressé intimement à plusieurs reprises. Alors parmi toutes ces tâches, elle avait beaucoup de responsabilités, donc le jury examinait la liste. Donc cette liste avait été rédigée par Didi, qu'elle appelait PD. Donc parmi les éléments de la liste, il y avait maintenir la routine quotidienne de PD, tant dans le cadre professionnel que privé, du réveil jusqu'au coucher, anticiper ses besoins, ses caprices et ses humeurs. Et elle a déclaré qu'elle aurait de gros ennuis si elle quittait le domicile de Didi sans sa permission. Donc elle se souvient d'une fois où elle et le styliste qui témoignait avant, Nash, étaient chez Cassie pour l'aider à faire ses valises pour un voyage. Et elle témoigne que Didi s'est présenté à l'appartement, il a frappé à la porte, il est entré et il a crié à Cassie « As-tu bu ?» Il était extrêmement agressif, il a commencé à s'attaquer à Cassie en la jetant au sol. Nash et moi avons immédiatement sauté sur eux pour essayer de l'arrêter. On essayait juste de le faire partir. Il a mis Nash dans une position où j'avais peur qu'il le tue et je lui ai sauté sur le dos. Il m'a projeté contre le mur si vite et si facilement que j'ai réalisé que nous étions en très grand danger. Donc elle voyait Cassie et Didi ensemble tout le temps lorsqu'elle travaillait. Elle décrit leur relation comme inégale et toxique, un cycle de haut et de bas. Didi était violent envers elle. Il était en charge de la carrière musicale de Cassie et il prenait toujours la décision finale concernant sa coiffure, son style, ses ongles, ses tenues, la musique qu'elle sortait, ses horaires de studio, les aspects visuels des clips, son apparence et les concerts ou apparitions auxquels elle participait. Mia déclare également qu'elle était au courant de beaucoup de ce qui se passait au sein du label de Didi, car les gens la contactaient pour obtenir des réponses de Didi. Mia déclare « Je crois que l'autorité de Didi était supérieure à celle de la police. Il insistait constamment sur la confidentialité et qu'on lui avait inculqué que les violences dont elle avait été témoin relevaient de sa loyauté envers l'emprise de Didi. » Elle dit également qu'elle préparait les chambres d'hôtel pour Didi, elle déballait les produits de toilette, notamment les lotions, les huiles pour bébé, le lubrifiant, et elle restait disponible au cas où Didi aurait besoin de quoi que ce soit. Et avant le passage
passage du personnel de ménage après les séjours hôteliers, Mia était chargée de ranger la chambre, décrivant l'état de celle-ci comme un cauchemar avec de l'huile pour bébé, de la cire de bougie et parfois du sang partout. Elle dit aussi qu'elle a vu à un moment donné Cassie développer des problèmes d'estomac à cause de ses nuits passées dans ces hôtels. Et ces rapports donc entre elle et Didi, elle témoigne que Sean Diddy Combs l'a traitée parfois comme sa meilleure amie ou sa collaboratrice et d'autres fois comme une bête. Il lui arrivait de m'humilier devant les autres, de menacer mon emploi et de me jeter des objets. Donc elle se sentait terrifiée et gênée lorsqu'il se montrait violent envers elle. Elle rapporte aussi un incident où Didi apparemment lui a claqué la porte sur son bras à plusieurs reprises pour lui voler son téléphone afin de voir s'il y avait des informations compromettantes dessus. Et là donc on en arrive aux agressions intimes. La Mia, d'une voix presque chuchotée, témoigne que Didi l'a agressée intimement à plusieurs reprises pendant qu'elle travaillait pour lui. Donc elle dit que Cassie n'était pas présente lors des agressions qu'elle a subies et qu'elle ne lui en a jamais parlé. La première fois, c'était à New York pour la fête des 40 ans de Didi. Une autre fois, il l'a agressée à son domicile à Los Angeles et elle décrit 2 autres cas où il a abusé d'elle à son domicile. Donc c'était que des abus, elle n'a jamais voulu de tout ça, elle n'a jamais exprimé son désir de coucher avec lui, mais que c'était impossible de lui dire non. Les agressions intimes étaient toujours sporadiques, sans schéma précis et se produisaient lorsque Didi n'avait pas de petite amie à ses côtés. Elle affirme que sa relation avec Didi était sans limite et qu'elle ne se sentait pas capable de dire non. Elle avait peur de devenir une cible si elle le faisait. Il me licencierait, ruinerait mon avenir et déformerait l'histoire pour me faire passer pour une menace. Elle a également témoigné avoir toujours eu peur d'être agressée physiquement par Didi si jamais elle lui disait non, pas seulement sur le plan intime. Quand on lui demande pourquoi elle n'a rien déclaré à la police, elle dit qu'elle ne savait pas que c'était une option. Elle explique que ça s'appuyait en partie sur des interactions antérieures avec des policiers. Je ne savais pas qu'il fallait raconter les horreurs qui m'arrivaient si personne d'autre ne les voyait. C'était la chose la plus honteuse de ma vie. Je ne voulais absolument pas parler des agressions intimes, mais je me sentais moralement obligée de partager ces expériences. C'est la chose la plus traumatisante, la pire qui me soit jamais arrivée. C'est intéressant ce qu'elle raconte, parce qu'elle met le doigt malheureusement sur beaucoup de choses. Comme on le dit souvent, s'il n'y a pas de témoins, c'est difficile de les prouver. Donc elle est carrément partie du principe qu'il n'y avait pas de témoins. Donc c'était même pas la peine qu'elle aille porter plainte, en parler à qui que ce soit à la police, parce que de toute façon ça allait se retourner contre elle et que pas de témoins, donc pas de preuves. Donc pas de preuves, vu l'importance de Didi, son pouvoir, elle face à lui, c'était foutu quoi. Donc voilà les amis, le résumé de tous ces jours de témoignages. Comme je vous l'ai dit déjà, je ne fais pas d'analyse, je vous rapporte uniquement tout ce qui est dit. Je ferai une analyse plus tard, à un moment donné. Mais si jamais vous voulez une analyse par rapport au procès de Didi, je vous recommande Music Feelings, donc, la chaîne de Stevie, qui fait justement, c'est pas qu'il fait un résumé, c'est qu'il fait vraiment une analyse chaque semaine de ce qui est dit dans ce procès. Donc là, moi, je vous rapporte vraiment ce qui est factuellement dit. Mais si vous voulez un regard plus analytique, en attendant que moi, je vous fasse le mien, je vous recommande ces vidéos à lui. Elles sont vraiment très intéressantes. Donc voilà, n'hésitez pas. C'est tout pour moi. Je vous laisse ici et je vous retrouve dimanche pour une vidéo qui sera, je vous préviens, assez glauque. Je vous fais plein de gros bisous. Undercover on the beat, so twerk it, bitch. Like.